C'est parti. Cette communication en fait est inscrite dans un projet de recherche qui est mené par 4 personnes dont les noms figurent donc sur cette diapositive. C'est un projet qui porte donc sur l'histoire du Racing Club de France. Et donc je vais juste vous en faire un petit extrait de ce projet, sachant juste pour vous donner quelques éléments d'ordre introductif que c'est 60 000 photos que nous avons prises au Racing qui nous permettent petit à petit de refaire l'histoire de ce club. Éduquer les élites, évidemment, éduquer les élites sociales, les élites bourgeoises envers et contre tout. On est vraiment sur l'éducation de la haute société française qui habite principalement donc à Paris. Ici, l'étude que je vais vous montrer envisage en fait d'essayer d'analyser comment, de quelle manière il peut y avoir des permanences dans le projet éducatif du Racing Club de France ou bien des ruptures, des différences au cours de ces 13 années, 1933, que j'ai décidé de faire une grande décennie, jusqu'en 1946. Alors rapidement pour vous présenter le Racing, c'est une des premières sociétés sportives créées en France en 1882. Elle est créée par des étudiants du lycée Condorcet, rapidement ensuite rejoint par d'autres étudiants du lycée Rollin ou bien encore de l'école Monge. Par contre, rapidement, le Racing est repris en charge par des adultes et ce sont ces adultes qui vont mettre en place des statuts, tout un système bureaucratique et structurel très, très efficient. Par ailleurs, ces mêmes adultes vont réussir à récupérer donc les pelouses du Pré-Catelan, avoir une concession pour ces pelouses et donc développer des installations sportives qui vont ensuite leur permettre de développer leurs différentes activités. Autre élément, les adultes donc dirigeants du Racing Club de France vont tout de suite aussi mettre en place un projet d'éducation des jeunes et cela va véritablement, on va dire, les porter tout au long des années où ils vont passer à la direction du Racing. Par contre, et c'est ce que je voulais montrer très rapidement, ce projet d'éducation de la jeunesse est fait et est mis en place en étroite collaboration. Ça fera un petit aller-retour avec les programmes des CRIA. C'est mis en place avec les associations sportives scolaires qui existent dès la fin du 19e siècle. Rapidement, pour le Racing Club de France, en fait, les associations sportives scolaires sont des très bonnes succursales d'éducation de la jeunesse. Et à partir du moment où ces jeunes ont 17-18 ans, eh bien, ils passent au Racing et ils deviennent les athlètes du Racing. La question qu'on s'est posée, c'est de savoir si ce cercle vertueux va perdurer après la Première Guerre mondiale, s'il va perdurer après que l'USFSA ait éclaté, s'il va perdurer alors que les clubs sportifs et les fédérations se mettent effectivement en place. Donc pour réaliser ce travail, évidemment, je suis partie sur une... où est-ce qu'il fait là ? Ma revue de littérature, je ne vais pas vous la présenter parce que sinon ce serait trop long. Étienne, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas repartir le truc? Voilà. Donc revue de littérature conséquente qui porte sur l'histoire du sport en France, sur l'histoire des différentes fédérations sportives. Je ne vais pas là-dessus, sinon je vais exploser le compteur en termes de temps. Surtout, on a travaillé sur des archives. Ces archives, 60 000 photos, qui portent sur les différents comités les PV des comités de direction du Racing Club de France, les PV du conseil d'administration, la revue Racing Club de France, les annuaires du Racing Club de France, etc., etc. Le tout, évidemment, croisé avec d'autres archives, celles du commissariat général, celles des différentes fédérations sportives. Ça fait une masse de documents véritablement conséquents. Avec cet ensemble de documents, trouvés principalement donc, aux archives du Racing Club de France, situées dans le golfe de la Boulie, il fallait arriver bien habillé. On a tout de suite été repérés comme étant des éléments très bizarres, habillés en jean, et même pas moi. Enfin bref, je referme ma parenthèse, mais ça a été un moment assez sympathique. Ces différents éléments croisés nous ont permis de mettre en évidence quelques tendances lourdes. Et la première d'entre elles que je voulais ici signaler, c'est que s'il y a modification dans la manière d'éduquer la jeunesse, ça n'est pas à partir de 1936 qu'elle s'établit, mais c'est avant. En fait, la révolution sur l'encadrement et l'éducation de la jeunesse au Racing débute en 1933 et c'est ce que je vais essayer de vous mettre en évidence. Autre point que je vais essayer de mettre en évidence, c'est que ce système qui se met en place en 1933 va ensuite perdurer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture dans la période 1933-1946, mais plutôt, je dirais, une stabilisation des choix qui sont opérés. Si modification il y a, les modifications porteront davantage sur les réalisations effectives, étant donné qu'elles seront bien moins importantes pendant et après la guerre qu'elles ne l'ont été entre 1933 et 1940.
Pour mettre en évidence ces différents éléments, 3 temps rapidement, puisque moi je fais P1, P2 et P3 avec 3 arguments à chacune de mes parties. P1 donc portera sur les institutions, P2 sur les enjeux et P3 sur les réalisations. Les choses sont dites, j'espère que j'ai été claire sur le plan. Maintenant, il va falloir que je fasse passer ma diapo, c'est un autre problème. Ça passe. Premier point donc, de réflexion, les institutions. Comment se mettent-elles en place? Quelles structures sont mises en place par le Racing? Et à quel moment ces dernières sont-elles mises en place? Je l'ai dit préalablement, les associations sportives scolaires étaient les succursales du Racing Club de France pendant très longtemps. Dans les années 20, que se passe-t-il? Eh bien, le Racing Club de France continue de s'appuyer sur les associations sportives scolaires pour faire fonctionner son modèle vertueux. Bref, le RCF ne possède aucune section jeunesse en 1920. Il ne possède pas de commission jeune ou commission jeunesse en 1920. Par contre, il aide énormément les associations sportives scolaires de certains établissements. Je vous parle du lycée Janson de Sailly, je vous parle du lycée Rollin, je vous parle aussi évidemment de Condorcet ou de Henri IV. Mais il aide en fait ces associations sportives scolaires à bien fonctionner pour ensuite aller récupérer ces jeunes élites et les mettre dans ces différentes équipes sportives. Vous avez le petit extrait de Bourdon là qui le met évidemment en exergue. En gros, ce que fait le Racing, il prête ses installations sportives, il vient assister aux différentes compétitions et aux différentes rencontres qui sont organisées par les associations sportives scolaires. Il repère les quelques juniors qui sont bons et ensuite il les fait signer au Racing pour que ces derniers viennent, on va dire, nourrir les différents effectifs. Ceci étant, une période de doute va commencer à s'installer, je suis plutôt à la fin des années 20, des doutes multiples qui vont venir un petit peu embêter les dirigeants du Racing. Alors des doutes qui sont corrélés à mon sens à 2 champs de force différents. Première forme de doute, des doutes qui portent qui sont internes au club et qui vont porter sur une remise en cause des racines même du Racing Club de France, si je pouvais m'exprimer ainsi, sur ce qui a fait le ciment de cette famille Racing, sur les valeurs portées par le Racing, dont on pense que les jeunes ne sont plus assez porteurs. En gros, les jeunes n'auraient plus l'esprit Racing qui avait été les leurs au début de l'existence du club. Autre point, plutôt externe cette fois-ci, la concurrence. La concurrence avec d'autres clubs sportifs qui ne cessent d'augmenter dans les années 20 et qui poussent à un moment donné le président Pierre Gilou, ici, qui s'exprime ici, à penser qu'ils ne sont plus compétitifs et que le Racing a perdu son hégémonie sportive qu'elle avait en temps assez facilement. En gros, le recrutement de jeunes talents va s'avérer à un moment donné une question centrale dans la politique globale en tant que telle du club. Alors comment les choses vont se mettre en place progressivement? En gros, en 2 temps. Il y a un premier temps où est créée une commission scolaire, je suis sur les structures, donc une commission scolaire qu'on voit apparaître dans des PV en 1927, mais dont on a une certitude qu'à partir de 1929. Donc la création de cette commission scolaire, elle est vraiment effective en 1929 dans les annuaires. Celle-ci va être chargée de quoi? Elle va être chargée de renforcer, encore une fois, les liens avec les associations sportives scolaires, de prendre davantage contact avec les directeurs des différents établissements et aussi d'être plus présent lors des compétitions scolaires pour repérer véritablement les futurs champions que l'on fera signer au Racing. Donc c'est vraiment une envie, une volonté de renforcer les liens avec le monde scolaire qui est ici à travers cette commission. Mais ça ne va pas suffire. Et finalement, il y a une autre réalité qui va venir percuter la politique du Racing. Et cette autre réalité, c'est le phénomène, alors je ne sais pas si vous connaissez ça, le phénomène des classes creuses. Les classes creuses, c'est quoi? C'est des gamins qui sont nés entre 1914 et 1918, qui sont en nombre extrêmement faible et qui vont, pour le Racing, être un vrai problème puisque 1914 plus 20, ça donne 1934. Ça veut dire que les équipes seniors à 20 ans vont subir en fait une perte d'effectifs extrêmement importante. Donc pour le Racing, là, il y a une vraie question et la réponse qu'ils vont offrir, c'est de se dire qu'ils vont réussir à reprendre le leadership s'ils parviennent, avant d'autres clubs, à réussir à prendre les jeunes, à les former et à en faire des champions. Donc l'idée du Racing, ce sera vraiment là ici d'être anticipateur sur quelque chose qui pourrait leur poser problème en réussissant à capter la jeunesse parisienne et à les mettre dans ces rangs. En gros, la politique à l'adresse des jeunes commence en 1933, c'est très clair. Dans les PV, dans les annuaires, tout est très clair, c'est en 1933. Pour cela est mis en place une commission, la commission centrale junior et minime. Donc on voit déjà qu'il y a déjà des classes d'âge au Racing avant même que les classes d'âge ne soient à la Fédération française d'athlétisme. Cette commission centrale jeune, donc junior et minime, va être chargée de plusieurs choses. Réussir à recruter
mais aussi réussir à organiser un encadrement des jeunes, avec des encadrements qui seront gérés par des personnes qui sont formées, des moniteurs qui sont diplômés. Et enfin, cette commission centrale des juniors et des minimes va avoir aussi pour charge de faire en sorte de respecter l'ADN du Racing, à savoir éduquer les jeunes. Donc 3 missions: recruter, encadrer, former des champions, mais aussi évidemment continuer l'éducation de cette jeunesse. La question est de savoir si cette commission maintenant va se maintenir pendant 13 ans. Oui, la commission va se maintenir sous des noms différents, mais ce que l'on voit, c'est que la guerre ne modifiera pas cette tendance lourde. Dans les faits, la guerre va à un moment donné faire en sorte que ces 2 cellules disparaissent légèrement, soient un petit peu mises en sommeil. Mais 1943, on remet en place une commission scolaire. 1944, comme vous le voyez sur la diapositive, cette commission scolaire devient la commission Les Jeunes, placée sous la responsabilité de 2 sportifs de haut niveau que vous ne connaissez peut-être pas de cette époque-là. Brisson en athlée, je pense que Johan connaît, et Destremo pour les tennisman, peut-être que ça vous dit quelque chose, mais ce sont 2 personnalités qui sont vraiment connues à cette époque-ci. Donc en gros, si je résumais les choses, ce que l'on voit, c'est que les structures mises en place en 1933 perdurent, et ce jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1946, ce que j'ai pu étudier. Alors si les structures se maintiennent, maintenant la question est de savoir, puisque c'était un petit peu l'objectif de cette communication, est-ce que le projet éducatif, lui, se maintient ? Pour vous qui êtes en train de préparer le CAPES, là, je pense qu'il y a des choses importantes à regarder, parce que le Racing, c'est pas rien. Le Racing, c'est Borotra. Le Racing, c'est le tennisman Borotra qui devient commissaire général. Donc, les éléments qui sont ici positionnés comme projet éducatif peuvent avoir des impacts lourds, en fait, sur les systèmes d'éducation plus généralement. Si je commence par le système d'éducation physique de ce Racing et sur ses racines en tant que telles, les dirigeants du Racing vont s'appuyer sur des modèles qui existent dès la fin du 19e. Et ils vont préconiser, et c'est très clair dans les archives, la formation d'un individu complet. La formation complète plutôt d'un individu, si je parlais un peu plus correctement. Cette formation complète d'un individu, elle est très claire, elle est basée sur 3 piliers. Culture physique, athlétisme, natation, les trois gros piliers de cette formation. Pour quelles raisons? Former, développer les qualités physiques, vitesse, adresse, force, résistance. Vous aurez pensé à Béla Ducoteau, on peut aussi penser à Maurice Baquet. Les modèles ici sont assez clairs. La spécialisation, comme les sources nous le disent, n'arriverait que vers 15 ans, une fois que ce développement de l'athlète complet aura été effectivement réalisé. Le savoir nager. Alors, savoir nager, vous m'auriez dit, complètement décalé dans le temps, dans le savoir nager SN, le savoir nager apparaît dans les archives dès 1936. Et c'est une obligation pour le Racingman. Et il parle de savoir nager. Pour quelle raison? Eh bien, parce que le Racing veut former ces jeunes élites à la diversité des loisirs que leur rang, en fait, auquel leur rang les prédestine. Et donc, savoir nager fait partie d'une obligation d'un Racingman qui aura été bien éduqué. Est-ce que ce modèle perdure? Ce modèle va perdurer jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en 1946 en tant que tel. Donc si on regarde les archives, ce que l'on voit, c'est que Brisson parle, donc quand il est responsable secrétaire de la commission jeune, il parle de sport de base, de natation et d'athlétisme. Il parle de culture physique qu'il faut absolument privilégier sur le fait de pratiquer une activité comme le football quand les enfants sont jeunes. Après la guerre, Jean Saunier, qui devient président de la commission jeune, continue l'athlétisme et la natation, sport de base, la culture physique en plus, le tout étant le socle de la formation. En gros, le projet de formation physique du Racing ne se transforme pas, perdure et stable entre 1933 et 1946. Qu'en est-il de la formation morale? Et ça, c'était l'élément qui m'a peut-être le plus marqué. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais moi, ça m'a fait archi réagir quand j'ai vu les archives. 1935, le projet éducatif sur le plan de la formation morale des jeunes du Racing, c'est formé à l'esprit Racing. Et c'est ce que le responsable de l'époque, le Vadou, indique dans l'Assemblée générale de 1935. Le but, c'est de faire renaître l'esprit Racing. Le but, c'est de faire renaître les traditions. Le but, c'est de faire renaître une certaine forme d'éducation, c'est-à-dire un système de valeurs et d'attitudes que préconise le club depuis la fin du 19e. Il est difficile de trouver une définition claire de ce qu'est l'esprit Racing. Alors juste pour rire, parce que moi je suis stadiste et pas Racingman, donc forcément ça m'a fait rire, mais Gilou dit qu'est-ce que c'est l'esprit Racing? C'est simple, c'est amour du club, discipline et battre le stade. C'est marqué très clairement en 1945, battre le stade. Bref, si je reviens sur les traits saillants de cet esprit Racing, c'est quoi? L'esprit Racing, c'est le fair play,
L'esprit Racing, c'est la camaraderie. L'esprit Racing, c'est l'amour du maillot, l'amour du club. C'est aussi l'esprit Racing, la ponctualité, une tenue qui va être absolument parfaite et le fait de respecter ses aînés. Et on retrouve ça dans l'ensemble des discours des différents dirigeants. Qu'en est-il en 1945? Et c'est là que je me disais que les archives m'avaient un petit peu interloqué. Ce modèle, il traverse en fait la guerre. Et on retrouve en 1945, sous les mots de Jean Saunier, cette nouvelle maxime et devise du Racing Club de France, race, cran, force. Race en 1945, race, cran et force. Racing Club de France, c'est bien joué, c'est le sigle. À quoi renvoie race? J'en ai marqué quelques extraits. La courtoisie. Le fait d'agir en tant que gentleman, l'honneur, se plier aux règles sociales. À quoi renvoie le cran? Le fait de supporter la souffrance, l'effort, systématiquement en préservant une attitude noble. On n'a pas bougé d'un cran depuis 1882. On n'a pas en tout cas bougé depuis 1933. En gros, donc, si la guerre est passée par là, si on est passé du Front populaire au gouvernement de Vichy, le Racing Club de France, lui, n'a pas bougé son système d'éducation. Il est resté exactement sur des bases analogues. Si tant est que maintenant on regarde les réalisations, puisque c'était le troisième point que je voulais aborder avec vous, mes conclusions seront un peu différentes. Donc même système d'éducation, même modèle éducatif, par contre en termes de réalisation, on va avoir des conclusions un petit peu différentes. Donc en deux temps. Premier temps, 1933-1939, que fait le Racing pour former ces jeunes? Qu'est-ce qu'il met véritablement en place? Alors je dirais que les initiatives sont multiples, variées et absolument multiples. La première, ça va porter sur des stratégies de recrutement. Initialement, ces stratégies de recrutement portaient sur les associations sportives scolaires, ce que je disais au départ. Là, on va ouvrir un petit peu les vannes en utilisant une revue, pas n'importe laquelle, peut-être que Sébastien la connaît, la revue Benjamin. La revue Benjamin, c'est une revue à l'adresse des classes sociales aisées, des jeunes des classes sociales aisées. Et donc là, l'idée, c'est un partenariat où systématiquement, la revue Benjamin fait paraître des articles sur le Racing en contrepartie de quoi, dans la revue du Racing, on retrouve des publicités pour Benjamin. Mais en tous les cas, ça draine un nouveau public qui va pouvoir venir signer. Autre initiative, l'encadrement, je le disais préalablement. La jeunesse, la commission centrale jeune plutôt, va mettre en place 2 entraînements, le jeudi et le dimanche, jeudi après-midi et dimanche, systématiques, deux moments d'entraînement, toujours encadrés par des moniteurs qui sont compétents, et où les enfants vont être pris en charge par un car qui vient les chercher à Paris, qui les amène à Colombes, qui les ramènera à Paris le soir. Donc tout est organisé en fait par la commission centrale jeune pour que les enfants aillent en tant que tels sur les stades. Quand les enfants arrivent sur le stade, ce sont des écoles qui vont les prendre en charge, écoles de football, écoles de rugby, écoles d'athlétisme, écoles d'escrime, etc. Tout cela est complètement organisé par le Racing. Mais un élément capital est ici à considérer. La commission centrale jeune donne des directives. Elle est le pilote et elle va imposer aux écoles un modèle d'éducation que chaque école va devoir ensuite mettre en place. Dans ce modèle piloté donc par la commission centrale figurent 2 éléments majeurs. La formation physique commencera par l'athlétisme et la culture physique. La formation morale sera systématiquement mise en place par les cadres. Donc on a bien une commission centrale qui gère en fait le modèle d'éducation que les écoles sportives, elles-mêmes sous la responsabilité des sections sportives, vont devoir mettre en place. Alors, est-ce que cela va avoir, on va dire, des résultats positifs en termes statistiques? 1933, vous avez 400 jeunes à la commission centrale. 1939, 2000 jeunes à la commission centrale. Donc, on voit très bien qu'en termes d'effectifs, on est sur une réussite vraiment importante du Racing. À côté de ces encadrements dont je viens de vous parler du jeudi et du dimanche, vous avez tout un ensemble d'autres manifestations éducatives que le Racing va mettre en place. Parmi elles, vous allez avoir des compétitions internes systématiquement organisées par le Racing. Alors je le fais vite, un challenge du jeune footballeur, challenge du jeune basketteur, multiplication des rendez-vous internes à l'athlétisme avec, on passe en 1932 de 2 prix au Grand Prix du Racing en athlé, 2 prix pour les jeunes à 11 prix pour les jeunes en 1937. Et systématiquement, évidemment, à la fin de la compétition, un signe, palmarès et petite breloque donnée par les anciens du Racing pour renforcer l'esprit Racing en tant que tel. Rapidement, puisque je n'ai plus que 5 minutes, mais je pense en plus que tu ne me dis pas la vérité, le Racing met en place... le Racing met en place des brevets. Alors, on n'est pas en 1937.
on n'est pas en 1937, c'est pas le brevet sportif populaire, c'est le brevet sportif du Racing. Et si vous regardez les épreuves qui sont mises en place par ce brevet sportif du Racing en 1936, ce sont des épreuves athlétiques principalement, qui fonctionnent sur des minima et qui permettent à un enfant de récupérer un diplôme. Donc là, je ne sais pas, je ne comprends pas encore comment les choses se font pour passer de 36 brevets du Racing à 37 brevets sportifs populaires, mais c'est quand même relativement intéressant. Dans ce brevet du Racing, il y a savoir nager obligatoire, 25 mètres obligatoire. Et à côté de ça, le Racing met aussi un brevet du nageur avec un 25 mètres départ plongé que les enfants peuvent aller chercher. Quatrième point dans cette mise en place vraiment audacieuse à mon sens des différentes initiatives du Racing, une surveillance du corps médical, une surveillance médicale des enfants. Et là, de quoi s'agit-il? Ce sont les médecins du Racing qui, 3 fois par an, ces médecins accueillent gratuitement tous les 2000 gamins et font 3 fois par an une fiche physiologique sur les enfants pour voir comment leur corps se développe et pour voir si le modèle est en train de donner des résultats satisfaisants en tant que tel sur le plan médical. Donc on a, en gros, si je résume les choses, 4 mots-clés en fait. Le Racing recrute ces jeunes, entraîne ces jeunes, oriente ces jeunes, évidemment ensuite vers différentes écoles sportives et surveille ces jeunes. Et ce modèle-là, il perdure de 1934 à 1939. Qu'en est-il, je terminerai là-dessus, qu'en est-il au moment où la guerre, évidemment, vient bouleverser les activités et les équilibres? Alors, pour ce qui concerne des réalisations, évidemment que ces réalisations-là, elles sont bouleversées par la guerre, que Levadou, qui était le responsable de la section, va partir aux armées, va revenir, mais ensuite va prendre un poste au ministère de la Justice. Bon, c'est normal, hein, c'est Vichy, c'est le Racing. Bref, je referme ma parenthèse. En tous les cas, pendant 3 ans, ça dysfonctionne très fortement. Mais à partir de 1943, il relance la machine et en 1944, on a bien une commission qui retravaille. Cette commission qui retravaille, par contre, a du mal à recruter. 40 jeunes en 1944, 400 jeunes en 1947, on est loin des 2000 qui étaient ceux de 1939. La proposition de la période de guerre et d'après-guerre, je le dis rapidement, c'est une pâle copie de ce qui existait préalablement. Qu'est-ce qui reste? Le service médical, avec les 3 visites annuelles, reste en place. Qu'est-ce qui reste encore? Les cours encadrés obligatoires. Enfin, les cours encadrés qui sont obligatoirement encadrés, pardon. Par contre, on passe de 2 à 1. Par contre, quand on est pendant l'été, vu que c'est à la Croix-Catlan, on fait 2 groupes. Les riches iront à la Croix-Catlan, les pauvres iront au Stade de la Muette, ceux qui ne peuvent pas se payer la cotisation de la Croix-Catlan. Donc on voit bien que les choses sont en train quand même, en tant que telles, de changer. Plus de grandes fêtes, plus de réunions, plus de grandes manifestations comme c'était le cas auparavant. Bref, la dynamique, à mon sens, est en berne et elle est en train de souffrir en fait des événements de guerre. Alors pour quelles raisons est-ce que cela, et ce sera mon dernier point, pour quelles raisons est-ce que cela souffre autant en termes de réalisation? Alors il y a plusieurs explications, plusieurs causes. Les infrastructures, le stade de Colombes a souffert des bombardements, il ne peut plus accueillir les gamins dans des manifestations sportives comme c'était le cas auparavant. Les cadres sportifs manquent cruellement, évidemment aussi. Surtout, et là je me tire une balle dans le pied, mais je pense que personne ne connaît, donc ça ira bien, surtout est mis en place une formation prémilitaire obligatoire de 3 ans. Formation prémilitaire obligatoire de 3 ans, c'est pour des gamins de 17 à 20 ans qui sont obligés en fait de faire cette formation qui est à la base d'activités physiques et sportives. En gros, le vivier sur lequel on pouvait aller recruter des jeunes passe au vivier une préparation prémilitaire, là où quand vous la faites, vous n'avez pas des 3 mois supplémentaires que vous aurez à faire au service militaire si jamais c'était en tant que tel le cas. Donc des causes externes. Il y a des causes internes aussi, et je terminerai là-dessus. Ces causes internes, en fait, elles portent sur une certaine forme de restructuration du Racing et des pouvoirs au Racing. À mon sens, si la commission centrale se positionnait en 1933-39 comme un centre névralgique de formation de la jeunesse, qui distillait un modèle commun qui était bien accepté par l'ensemble des écoles de formation sportive, cette section n'est plus centrale en 1945. Cette section, en fait, elle n'arrive plus à fédérer les énergies. Ce qui est en train de se passer en 45-46, c'est que chaque section sportive est en train de commencer à gérer ses minimes, ses cadets et ses juniors, et n'a pas du tout envie qu'une section jeune vienne ici l'embêter dans ces différentes organisations. Donc pour conclure, véritablement, merci Olivier, pour le temps que tu m'as accordé. Ce que j'ai voulu montrer, c'était que le modèle du Racing, la formation d'un athlète complet à l'esprit Racing perdure. Les réalisations, elles sont en souffrance à la fin de la guerre. Mais par contre, ces réalisations en souffrance nous permettent de voir qu'on est en train, on va dire, d'assister à une redéfinition des zones d'intervention des différentes commissions. La commission jeune
périclitant d'une certaine façon pour donner le pouvoir à des sections sportives de football, d'athlétisme, de natation ou de gymnastique. Mais je pense que mon collègue des années 60 pourra me contredire à volonté et je vais lui laisser la parole. Merci. Merci Doriane. Bon, avant que le collègue, enfin, pour que le collègue des années 60 prépare sa question, puisqu'il y a été invité, moi j'ai deux questions. Enfin, en t'écoutant, je pense à deux livres, le classique Pinson Charlot, Les Ghettos du Gotha. Parce que là, on est vraiment, enfin le Racing Club de France, mais je parle sous votre contrôle, c'est l'élite de l'élite de l'élite, d'accord. Et j'ai été surpris de voir effectivement cette, comment je vais dire, cette ouverture à d'autres que les seuls initiés et membres à travers la commission scolaire. Ma question, c'est est-ce que on recrute simplement à partir de normes sportives? Alors j'ai bien entendu tout ce qui a été dit sur le code moral, sur la nécessité de se conformer à l'idéal éducatif qui est véhiculé par le RCF, mais est-ce qu'il y a à un moment donné une sorte de, alors je vais le dire comme ça avec toutes les guillemets qui s'imposent, une sorte de tri social en disant bon, lui ou elle c'est peut-être un bon sportif, mais au regard de son origine sociale, elle ou il ne peut pas intégrer le Racing Club de France, ou alors on en fait complètement abstraction. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'ai pensé aussi au bouquin d'Agathon, Les jeunes gens d'aujourd'hui, qui est une sorte de panorama de la sociologie de la jeunesse de l'immédiate après-guerre. Et dans les valeurs qui ont été rapidement citées, on retrouve complètement, je vais dire, le creuset éducatif et idéologique du bouquin. Donc, est-ce que les liens sont explicites ou pas par rapport à ça ? Alors pour ce qui concerne le recrutement, je commencerai par là. Sur le recrutement, sachant qu'ils vont aller démarcher auprès des sections sportives scolaires des lycées, des grands lycées parisiens, je dirais qu'ils n'ont pas beaucoup de risques à voir dans ces lycées, tu vois, des gamins qui proviennent des classes sociales moyennes ou encore moins défavorisées. C'est mon premier temps. Benjamin, c'est véritablement une publication à l'adresse des classes sociales les plus aisées. Donc quand ils ouvrent, en fait, ils ouvrent avec des garanties finalement de recrutement, on va dire, endomorphes, quoi, qui ne vont pas du tout modifier le... Ils restent dans un entre-soi, peut-être un petit peu plus ouvert. Alors ça, on le voit bien dans les cartes qu'on est en train de mettre en place et que De Seco a déjà créé aussi. Le recrutement, c'était vraiment 16e, 15e au tout début de l'histoire du club. Alors peut-être que ça s'ouvre, tu vois, vers le 14e et que ça va un petit peu en banlieue, mais ça reste quand même quelque chose d'anecdotique. Après, l'autre réponse que j'avais à te donner, c'est que le stade de Colombes, c'est pas la Croix-Catlan. Et donc, quand on envoie des gamins au stade de Colombes, c'est pas, ça n'émiette pas, en fait, tu vois, l'image du Racing. Par contre, la Croix-Catlan, si. Donc, on envoie les gamins au stade de Colombes. Même s'ils sont de classe sociale, tu vois, petitement aisée, ça ne viendra pas, en fait, gêner le tennisman qui va jouer à la Croix-Catlan et qui va à la piscine à partir de 35. Par contre, ça pose un problème, c'est ce que j'ai dit rapidement. En 1945, parce que Colombes est fermé. Donc les jeunes, où est-ce que tu les accueilles? Ben là, ils font deux groupes de jeunes. Ils font le groupe de jeunes qui ont la cotise de la Croix-Catlan, donc qui peuvent aller à la piscine, du groupe de jeunes qui n'ont pas la cotise de la Croix-Catlan, qui est 5 fois plus importante en termes de coût, et qui, eux, vont aller au petit stade de la Muette. Donc en fait, tu vois que tu as une redéfinition, quand c'est plus possible de les mettre un peu loin, tu as une redéfinition en fait, des publics à l'aune en fait, des installations sportives. Et j'ai oublié ta deuxième question. Non, mais la deuxième question, c'était la référence ou pas dans les procès-verbaux et puis dans les archives au livre d'Agathon sur les jeunes gens d'aujourd'hui, qui est une sorte de sociologie de la jeunesse avec des normes éducatives. C'est pour ça que en t'écoutant, je pense qu'il y a eu une influence évidente, quoi. C'est tout. Mais après, jamais cité. Jamais cité, mais par contre, tu as toujours les éléments de langage en fait, qui restent extrêmement importants. Chaque responsable de section, systématiquement, renvoie à ce code moral qui est l'esprit Racing. Et c'est, tu vois, le responsable c'est Vigourou qui est le responsable du basket. En fait, à chaque fois qu'il écrit un article, c'est systématique. Hein. Ponctualité, respect du capitaine, fair play, etc. Enfin, c'est des choses, c'est des codes moraux qui sont intégrés, quoi, je dirais. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Ou est-ce que vous êtes tenaillé par la faim? La faim FIN, hein, évidemment. Ah, Johan. Ah, les pièges commencent.
Qu'est-ce que j'ai fait comme C'est gaffe? pas vraiment une question en fait, c'était plutôt un complément de réponse à la question posée par Olivier. Il y a quand même un point de bascule à mon avis dans les années 20, c'est-à-dire que jusque dans les années 20, le recrutement il est extrêmement sélectif. C'est-à-dire qu'il y a le parrainage systématique de 2 personnes qui doivent garantir l'origine sociale du nouvel adhérent. Et à partir des années 20, justement, il y a cette distinction qui se passe avec ceux qui vont rester sur le site de la Croix-Catlan et ceux qui vont aller à Colombes. Et je pense qu'il y a un truc nouveau qui se crée, c'est que le recrutement dans des catégories sociales plus basses, ça devient un alibi aussi pour le club. C'est-à-dire que c'est une manière pour eux de maintenir un entre-soi tout en disant qu'il y a une ouverture sociale, culturelle. Enfin, on a eu quelques remarques quand on est allé faire le premier rendez-vous. L'un des dirigeants nous disait ah oui, mais il faut quand même mettre en évidence que les petits noirs et les petits arabes, il y en a aussi au Racing, quoi. Voilà, on nous l'a dit comme ça, hein, avec ces mots-là. Donc ça, voilà. Et pourtant, quand on va à la Croix-Catlan, le seul noir qu'on croise, c'est Yannick Noah. C'est pas voilà. Donc il y a quand même effectivement un discours qui est à chercher à ce niveau-là. Merci Dorian. Je veux savoir quel était ou quelles ont été les relations du Racing avec, on va dire avec Vichy, bon, tu dis Kiborotra ou Pasco, et quels ont été aussi les comportements avec les Allemands. Est-ce qu'il y a eu un accueil favorable des sportifs aux sportives allemandes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tues, justement, qui seraient bien de remonter à la surface? Est-ce que dans les archives, il y a des choses qui peuvent montrer qu'il y a une attitude un peu peut-être ambiguë de ce club? Donc par rapport à ta question, la première chose, c'est qu'il est créé en fait un club des officiers allemands sur le territoire de la Croix-Catlan. Donc ils ont toute opportunité de venir jouer au tennis et d'accéder à la piscine. Et en fait, ce que disent les dirigeants du Racing, donc notamment Pierre Gilou, qui est le président à l'époque, c'est qu'ils ont fait ce choix pour pouvoir préserver en fait la Croix-Catlan et donc préserver les possibilités aussi à leurs membres de continuer d'avoir accès à leurs installations sportives. Donc c'est double discours en fait. Hein. Après-guerre, c'est comme ça qu'ils vont le vendre. Mais pendant la guerre, par contre, tu vas avoir dans le Racing, en fait, c'est pareil que dans la société, en fait, des personnes qui vont être très pro-collabo et d'autres qui s'inquiètent véritablement de ce que le club est en train de devenir. Donc tu vas avoir une espèce de comité de résistance qui se met en place et qui essaye en fait de renverser Pierre Gilou, alors que lui est président, pour essayer de redonner au Racing la place qu'il est censé avoir et le patriotisme qu'il est censé continuer de garder. Donc ma réponse, elle est pas facile à te donner, tu vois, c'est pas simple du tout. Donc tu as vraiment cette dichotomie. Je pensais en parler avec Étienne tout à l'heure. Tu as quelqu'un qui s'appelle Bernard Lévy, responsable du Racing Club de Paris. Tu vois, c'est président du Racing Club de Paris pro. Il est juif, enfin, je veux dire, son nom, c'est très clair. Et il est médaillé d'or du Racing en 42. Médaillé d'or du Racing, ça veut dire qu'on lui donne la plus grande distinction honorifique pour un dirigeant. Donc là, tu vois, c'est un double langage, un double discours. Mais je pense qu'on peut avoir deux manières de voir les choses. À côté de ça, je crois bien que le Stade français, même si je suis stadiste, était encore plus engagé du mauvais côté, enfin, ou du côté où on lève la main. De manière complémentaire à la réponse de Dorian, qui peut apporter aussi une pierre à l'édifice, on a retrouvé par exemple beaucoup de photos d'un illustre inconnu qui s'appelle René Bousquet dans les archives du Racing, qui fait l'objet d'un très long reportage dans la revue du Racing début des années 60, j'ai plus la date exacte, avec une photo T'as Papon aussi. Un tiers page. On a Papon, donc c'est un bel espace de sociabilité idéologique propre à Vichy. Bousquet, c'est celui qui organise la déportation des Juifs de France en 1942. C'est juste un petit peu plus clair pour ceux qui... Petite précision. Voilà. Et Papon, il a torturé deux, trois personnes du côté de Lyon. Ouais. Bien. Sur ces deux notes d'optimisme, C'est bien, non, c'est difficile de conclure après ça.